Laisse Béton. En 2022, j'avais reçu dans ce podcast Guillaume Faburel, géographe et auteur, entre autres, des Métropoles barbares et du Manifeste pour une société écologique post-urbaine. Je suis heureuse aujourd'hui de le recevoir à nouveau à ce micro et de partager avec vous la conversation que j'ai eue avec lui quelques jours après les assises du post-urbain qui ont eu lieu en juin 2023 et dont il est l'un des organisateurs. Dans notre échange, Guillaume nous livre presque à chaud ce avec quoi il est lui-même reparti de ces rencontres, revient sur sa critique de ce qu'il appelle l'enfer du béton et partage, rien que pour nous, son expérience personnelle du débranchement de l'urbain, quelques mois après son installation à la campagne. Je suis Amélie Dague, bienvenue dans Laisse Béton et bonne écoute. Bonjour Guillaume. Bonjour Amélie. Ravi de te revoir sur ces ondes. Moi de même. Tu as assisté il y a quelques jours, au mois de juin, aux assises des états généraux du post-urbain. Tu as plus qu'assisté, tu les as organisées. Est-ce que tu pourrais me rappeler ce que sont les états généraux du post-urbain ? Oui. Alors juste pour précision, on était plusieurs à organiser ça. C'est les états généraux. Alors c'est pour une société écologique post-urbaine ou du post-urbain. Sont nés il y a maintenant 3 ans suite à un manifeste, un ouvrage que j'ai écrit aux passagers clandestins pour en finir avec les grandes villes, manifeste pour une société écologique post-urbaine. Et avec la Fondation d'écologie politique à l'origine et plusieurs autres organisations immédiatement, on s'est dit que il fallait organiser un débat, des discussions, des échanges autour de la perspective écologique de l'effondrement. On n'est pas si effondriste que ça. En tout cas, le devenir urbain de notre planète et particulièrement son devenir écologique appelait à nous organiser pour forcer un peu le débat, parce qu'il nous semblait que les institutions, que les collectivités, que les mondes de l'expertise, et y compris les mondes de l'université dont je fais partie, étaient pas très très curieux et curieuses en général de ce type de questionnement. Donc une volonté de mettre en débat, et deux, d'anticiper ce qui a déjà commencé, soyons clairs, c'est-à-dire un questionnement vif, des doutes croissants, un désamour grandissant pour artificialisation, béton, urbanisation, qui appelle quand même à quelques considérations et à quelques anticipations. Okay. Donc il y a vraiment 2 objectifs, c'est mettre en échange discussion et débat, et anticiper pour le coup par les organisations intéressées, il y en a une petite trentaine aujourd'hui, qui mettent à profit, qui mettent en débat leurs propres expériences en matière d'installation rurale, de repeuplement des campagnes, de désurbanisation un peu, de nos manières de penser et d'agir. Donc c'est à la fois théorique et pratique, ça unit des mondes intellectuels mais assez minoritaires, soyons clairs, beaucoup plus de collectifs engagés, de militants, d'initiatives, de ruralité un peu créative, et c'est ainsi que depuis 3 ans on fonctionne par événements, alors on a des semaines dédiées, des séminaires organisés, des ateliers, des assises, on essaye de varier, puis chaque année quand même un grand moment de rassemblement qu'on appelle en 1, en 2, en 3 des états généraux pour faire un point d'avancement et continuer à la fois à débattre et à mettre en perspective. Donc je le disais, vos assises ont lieu en juin récemment, juin 2023. Quelques jours après, quelle image gardes-tu ? Moi, l'image que je retiens, c'est plutôt un sentir ou un ressentir qu'on avait déjà eu par le passé. C'est une énergie assez débordante. C'est-à-dire que dans le renouvellement qui s'opère, dans un public qui pour certains est clairement accro, qui revient à chaque fois, et d'autres qui viennent découvrir et puis qui apportent ou qui découvrent, donc qui prennent leur marque, commencent un peu à avoir des propositions, à prendre position. Il y a toujours une alchimie qui s'opère. On sent que le sujet porte, et je crois que l'énergie et l'atmosphère que ça peut créer, qui est une atmosphère, du coup, très, très
sympathique, mais parce que très horizontal, très informel, vient du fait que, quelles que soient les structures ou les statuts, entre guillemets, des personnes qui sont là, soit Intuiti Personae, soit des organisations, soit des ONG, soit des collectifs, voire même, on avait un débat avec des élus, alors ça aussi, au début on ne le faisait pas, puis petit à petit on commence aussi à organiser assez modestement des temps dans ces moments-là avec des élus. Je crois qu'une des raisons de l'énergie dont je parle, c'est le fait que, le plus petit dénominateur commun de cette diversité, de cette pluralité, c'est d'admettre maintenant qu'on n'a pas d'autre choix que de débrancher de l'urbain généralisé. Et deux, parce que ça pose la question de nos habités au sens large, je parle pas que du logement et de la résidence, ça pose directement la question de nos formes de vie, de nos styles de vie, de nos modes de vie. Du coup, ça embarque toutes les trajectoires. Tout le monde, qu'il découvre ou qu'il soit là depuis le début, peut témoigner, peut attester, peut livrer une expérience très personnelle de la manière dont ça a cheminé et des types d'actions qu'il a pu engager. Voilà. Et c'est en ça que l'énergie est là. C'est qu'elle implique des vies entières. Elle implique des choix qui sont pas mineurs pour nos propres trajectoires et nos propres existences. Voilà. Je crois que ça vient de là, en fait. Concrètement, je sais pas si on arrive à sortir quelque chose de concret de ce foisonnement qui doit être hyper riche, mais j'ai quand même envie de te poser la question, qu'est-ce qu'il en est sorti de ces assises? Moi, il y a quand même deux éléments qui, je rajouterais bien par rapport aux événements précédents. C'est qu'on a mis un soin particulier lors de ces assises à deux choses. L'une, des tables rondes autour de la question des questions, puisque le thème de ces assises était déménager le territoire pour le désurbaniser. Donc là, des tables rondes, il y en a eu 3 en tout, mais qui confrontaient les points de vue sur cette idée un peu générale du déménagement du territoire. À l'échelle hexagonale, sur la question du logement, sur la question des transports, sur la question de l'agriculture et de l'alimentation, de ces choses-là. Donc là, il y a vraiment essayé de monter en gamme et en généralité sur ce que serait une géographie alternative, une géographie du vivant. Donc ça, pour moi, c'est clairement quelque chose de nouveau par rapport au temps précédent. Il y a une autre dernière, donc troisième chose nouvelle, en plus de la documentation et de cette montée un peu en gamme et en généralité, c'est qu'on a mis un effort particulier, là c'était plutôt le dimanche matin, une matinée durant, autour d'ateliers pratiques, créatifs, autour des cultures du vivant et des sentiments de nature. Avec du théâtre paysan, avec un atelier sur les rites funéraires et mortuaires. Ça peut paraître macabre, mais ça l'est pas du tout, parce que il faut juste qu'on considère notre rapport de la mort dans la vie et inversement. Donc faut arrêter de penser la mort comme extérieure à nos propres existences. Et les villes nous enjoignent effectivement de tenir cette chose-là à distance, voilà, de neutraliser ce que sont d'autres considérations. Donc on avait un atelier autour des rites et des rites funéraires et mortuaires. On a eu un atelier sur les biorégions, un atelier aussi sur la question du confort. De quoi allons-nous devoir nous séparer et qu'est-ce que l'on va devoir absolument garder en termes d'outils, de besoins, d'éléments de satisfaction. Bref, un troisième trait caractéristique de ces assises, c'est avec artistes, comédiens, il y a même eu des lectures qui ont été faites d'un diptyque de Barbara Mété-Chastanier, voilà, sur de quoi hier sera fait et nous qui habitons vos ruines. Donc voilà, des moments qu'on va dire plus tournés vers la mise en culture des débranchements attendus. Et ce faisant, une implication d'autres publics que sont les artistes, qui pour certains de manière individuelle étaient venus à quelques-uns, et là nous on en a fait une demi-journée entière des 2 journées des assises d'il y a 15 jours. Ok. À t'entendre, vous êtes déjà dans le comment en fait du post-urbain, c'est-à-dire que vous êtes déjà en train d'imaginer comment ça pourrait se faire, c'est ça Oui, tout à fait. Okay. Alors après, il y a des questions éminemment théoriques dans le comment. C'est-à-dire qu'on a 4 axes depuis le début de la création du mouvement. Il y a un axe sur les conditions d'installation, il y a un axe sur la création de biorégions post-urbaines, pour sortir du tout métropolitain. Mais on a aussi 2 autres axes qui, dans le comment ou par le comment, posent quand même quelques questions qui fâchent. On a notamment un sur comment on décolonise nos imaginaires métropolitains et tout le système de valeurs qui peut l'accompagner. Donc c'est à la fois très pratique et en même temps très réflexif, très cognitif. Voilà, parce qu'il y a bien des mythes, des
systèmes de croyances, des imaginaires embarqués. S'il s'agit de quitter les grandes villes pour y aller avec son suréquipement en véhicule diesel ou autre, SUV surchargé, et puis demander absolument à être connecté tout de suite à la 5G. Enfin, voilà, il y a des modes de vie qu'il nous faut absolument reconsidérer. C'est à la fois pratique et en même temps très réflexif. Et puis on a un autre axe sur n'abandonner personne à l'enfer du béton, et particulièrement les plus précaires, les pauvres, les classes populaires. Là, soyons clairs, ça pose aussi énormément de questions d'ordre pratique, mais de questions éminemment politiques, idéologiques, puisqu'on a quand même des vieilles cultures militantes de gauche pour qui j'ai un respect mais infini, mais qui continuent à laisser croire que l'émancipation ne peut, pour ces groupes-là en particulier, ne peut advenir que dans l'urbain densifié. Et là, pour nous, ça nous plonge dans un abîme de perplexité, et c'est pour ça qu'on essaye de mélanger à la fois raisonnement, réflexion, politique, au sens de l'analyse politique, et des enjeux sociologiques ou socio-anthropologiques derrière, avec des expériences pratiques. Je parlais de la maison de Courcelles il y a 2 mois et demi sur les écologies rurales et populaires. On a eu plein d'expériences du Grand Est, mais pas que d'ailleurs, qui sont venus nous expliquer concrètement comment ils s'y prenaient pour accueillir d'autres que ceux qui ont les moyens de partir des villes parce qu'ils ont un peu de pécule et que du coup ils peuvent acquérir et s'installer sans grande difficulté. On essaye toujours d'être sur les 2 pieds, théorie et pratique. Tu disais tout à l'heure qu'il y avait eu des débats, et c'est normal. Est-ce que tu peux me parler d'un ou 2 points particuliers qui auraient fait débat, justement? Sur quoi vous n'êtes pas d'accord? Alors, il y a plusieurs niveaux. Il y en a 2, au moins, sur lesquels j'insisterai bien volontiers d'entrée, parce que, parce que ça indique pour moi l'envergure de la problématique. Le premier élément, alors qui est même de saine dispute interne, au sens philosophique, il y a un litige, on n'est pas d'accord, c'est une disputation. J'ai commencé à l'évoquer tout à l'heure, c'est la place notamment des élus, donc des forces politiques, et de leur forme organisée. Alors le mouvement est né plutôt dans une perspective clairement autonomiste, pour pas dire sécessionniste, c'est-à-dire globalement faire sans les élus, considérant que les mondes politiques sont loin d'être la solution, sont plutôt le problème qui nous est posé. La chose, c'est que ça évolue rapidement et qu'on peut pas mettre tout le monde dans le même ressac, dans le même panier, à trop vouloir généraliser. Donc on a revu un peu, moi particulièrement, on va dire cette posture d'entrée. Il n'en demeure pas moins qu'à chaque fois, ça fait maintenant la 3e fois sur l'année écoulée qu'on convie des élus, que ce soit pour une interpellation, pour une mise en débat, pour une table ronde, là c'était le cas, avec 2 députés et la maire de Poitiers, ça plonge une partie de l'auditoire, du public, dans une certaine perplexité, parce que en fait, on a des discours qui sont éminemment chevillés à des dispositifs d'intervention, des systèmes d'acteurs, des niveaux de financement, bref, des institutions. Et il nous semble que là, entre nous, c'est pas clair, mais c'est tant mieux comme ça. C'est aussi un moyen d'avancer. Soyons clairs aussi, la dévastation écologique va maintenant tellement rapidement, hélas, mais c'est un fait. On peut plus faire autrement que on voit aussi des paroles d'élus évoluer elles-mêmes rapidement. Pas toutes, on va remarquer, mais certaines. Donc du coup, ça nous donne aussi une certaine capacité d'adaptation, passe-moi le terme, une certaine agilité. En tout cas, on a remisé la posture d'entrée qui était de faire ça d'abord entre nous et puis d'après de voir avec les élus. Le deuxième élément sur lequel j'insisterai bien, c'est la question même du post-urbain. On a des cultures urbaines, des rapports à la ville, des expériences de ce que sont les densités et les grandes concentrations métropolitaines ou autres, qui font que tout le monde n'est pas à l'unisson sur le dépassement en question. Et alors pour certains, il y a encore des choses à tirer du devenir urbain depuis l'intérieur des villes. Pour d'autres, il faut clairement tourner le dos. Pas faire machine arrière, mais trajet retour. Voilà, on a forcé l'exode rural sur le siècle écoulé. Il conviendrait maintenant qu'il y ait de réels débranchements, voire des politiques d'accompagnement au débranchement urbain. La question du devenir des villes dans cette perspective post-urbaine, faut-il les laisser dériver, voguer à leur propre sénescence, leur propre déclin, ou
convient-il encore pour certaines d'entre elles? Là, généralement, le point de débat, c'est de savoir si il n'y a pas un effet de taille et que des villes de petite ou de moyenne taille auraient encore des ressources endogènes, des opportunités à offrir, ou en tout cas de réelles perspectives dans une transition écologique. Et là, faut être clair, je pense que le point médian entre nous, il est là. Mais il y a des villes qui ont depuis belle lurette franchi la limite en termes de taille, de peuplement, de concentration des richesses et de niveau d'artificialité. Et là, globalement, à 80 ou 90%, les participants sont clairs avec ça. Il faut au minimum démétropoliser. Mais la question de la désurbanisation et du post-urbain fait encore débat sur la bonne taille, sur la bonne géographie et sur le devenir de villes de taille un peu plus modeste dans cette nouvelle géographie un peu alternative du vivant. Voilà 2 points. La question des élus, donc du politique, et la question des villes, leur taille, de leur histoire et leur devenir. Ça suscite encore beaucoup de débats, mais c'est très riche. Moi, je m'en félicite. Ok. Toi, avec ta connaissance du sujet, du métropolitain, du post-urbain, de la désurbanisation nécessaire, etc., et avec tout ce que vous faites avec les états généraux du post-urbain, quelle est d'après toi, je te pose la question à toi, la condition ou l'obstacle à lever pour que ce post-urbain arrive, en fait, pour que ce soit possible? Quel est l'obstacle majeur à dépasser? Moi, je dirais, donc, de là où je suis aujourd'hui, avec ce que j'ai pu proposer et mon implication dans les états généraux, on a un problème avec la taille. Et tout ce que ça a engendré en termes de production de vie. Donc la question de la massification, la question de la concentration, la question de la centralisation, pour moi, sont aujourd'hui les problèmes premiers qui existent. Ok. Donc c'est en gros un système qui existe et qui est difficile à dénouer. Est-ce que c'est ça je l'interprète correctement? Et qui est difficile à dénouer parce que on lui a confié l'ensemble de nos destinées. Ouais, ok. On s'est construit dans la délégation, mais soyons clairs, je ne fais pas le procès de l'histoire. Qui je suis moi pour faire un quelconque procès à quoi que ce soit. Ça a eu des vertus à un moment donné. Ouais. Par le confort auquel on a pu avoir accès ou par d'autres, mais soyons clairs. La dévastation écologique qui remonte pas à hier, et qui tarde à être prise au sérieux, je parle bien évidemment par les décideurs et les mandants, pour moi repose directement la question de la pensée illimitiste de nos propres organisations sociales, politiques, économiques. Voilà. Ça veut donc dire que, comme le disait Olivier Ray, c'est bien une question de taille qui se trame, qui se joue derrière, avec tout ce que ça implique. Il ne s'agit pas simplement de fragmenter, mais de nous réorganiser à une échelle décente de vie, voilà, à une échelle digne de nos propres existences, qui ferait droit à la pratique du quotidien, qui ferait droit à des savoir-faire qui sont pas ceux de l'industrie et du productivisme ambiant ou de l'agriculture intensive, voilà, avec intrants chimiques et mécanisation et labour généralisé. En fait, moi, selon moi, ça puise à cette racine-là. Et alors là, c'est un nœud gordien qu'il est compliqué de trancher. Mais c'est vraiment une question de notre imaginaire social et quasi anthropologique. Il est déterminé, en tout cas pour les cultures occidentalo-centrées. Voilà. Il y a de l'empire derrière, il y a de la colonialité autour de la masse, de la centralisation, de la concentration. Et soyons clairs, pour tenir tous ensemble, concentrer, centraliser, massifier, il faut du béton. Donc en fait, c'est tous nos métabolismes de vie, les métabolismes territoriaux jusqu'aux métabolismes humains, qui sont structurés autour de cette idée de la grandeur, de la grosseur et de la masse. Et c'est ça qui, pour moi, pèse d'un poids dorénavant dramatique sur l'entièreté des écosystèmes. Donc avec nous dedans. Et donc on l'apprend à nos dépens. On est en train de s'apercevoir que le trop de grandeur, le trop de démesure, le trop d'illimitation, en tout cas pour certains fragments de la population, commence véritablement à poser question. Okay. Voilà, pour moi, on a un nœud là qu'il faut poser, et rapidement, parce que le temps des urgences, comme celui d'après-guerre pour la reconstruction et pour l'accès digne au logement, là, dorénavant, c'est la crise du vivant, et elle est peut-être encore plus fondamentale que celle du logement. Je ne dis pas peut-être, elle est beaucoup plus fondamentale. Donc on a 30 ans devant nous pour prendre conscience de cette réalité-là. La masse, centralisation et concentration, avec le béton et son artificialisation, sont en fait
de l'ère civilisationnelle qui remonte à quelques siècles, pour pas dire quelques millénaires. Voilà l'enjeu qui nous est collectivement posé, en fait. Je sais que toi-même, tu as quitté la très grande ville pour t'installer dans une zone rurale, voilà, dans un autre coin de France. Et ma question n'est pas est-ce que ton déménagement s'est bien passé, mais maintenant que tu as les pieds dedans, est-ce que ça change quoi que ce soit dans ta vision des choses? Toi qui étais déjà pas mal convaincu et très engagé sur le sujet, qu'est-ce que ça change, en gros, dans la façon dont tu fonctionnes, le fait de vivre à la campagne, en gros? Alors, j'en ai pas longue expérience, donc c'est vraiment chemin faisant, hein. Initinéré, comme ils disent chez les gens qui veulent empouler le discours et faire savant. C'est très beau. Chemin faisant. Moi, ce que ça change, un premier élément de constatation, mais je suis lent, hein, donc voilà, je revendique bien volontiers, c'est l'énergie que ça redonne. Le rapport direct, immédiat, quotidien à des choses qui vivent, et pas simplement à une humanité qui se regarde le nombril, pas simplement à des pratiques relatives à la marchandise, hein, soyons clairs, mais à d'autres modes de fonctionnement, à d'autres types de stimulation, à d'autres formes de dialogue et de diplomatie que l'on peut construire avec des entités du vivant. Ça donne une énergie incroyable. Donc, premier élément de constatation, ça revigore. Mais ça revigore d'une autre manière. Ça revigore aussi dans le questionnement de soi, dans l'apprentissage d'autres langages, d'autres manières d'être. Voilà. Le deuxième élément que ça a provoqué chez moi, c'est la question du débranchement. C'est-à-dire qu'une fois, pour moi, que l'on est rentré dans cette autre manière d'être, progressivement, hein, c'est pas d'un claquement de doigts, c'est pas blond ou noir, hein, mais on sent bien qu'il y a une dynamique qui est enclenchée, un chemin qui est engagé. Chacun y va à son rythme, mais néanmoins, par le rapport au vivant, une forme de réinterprétation. Donc, le filtre interprétatif, l'opérateur réflexif que représente dorénavant le vivant pour moi, ou en tout cas d'être entouré par une diversité de représentants, d'entités du vivant, fait que moi, clairement, aujourd'hui, je me pose la question de débrancher encore plus rapidement que le simple fait de déménager. Ouais. Ça veut dire se poser la question de toutes nos délégations et de toutes nos dépendances. C'est pas vivre en ermite, c'est pas, quoique, à mon avis, il faudrait, mais vivre en amiche, voilà, parce que je pense que, sincèrement, ces modes de vie-là, voilà, avec les cultures traditionnelles peut-être à reconsidérer, mais néanmoins, je parle bien des formes matérielles de vie, sont aujourd'hui à mettre clairement sur la table. Moi, en tout cas, ça pose bien la question de mon devenir de débranché. C'est-à-dire, grosso modo, que j'ai l'impression que il en faudrait pas beaucoup plus pour que je tourne le dos définitivement à des formes héritées de civilisation urbaine. Alors après, ça pose la question du débranchement dans la délégation ou dans l'ensemble des dépendances, voilà, auxquelles on s'est attaché des décennies durant, de comment on vit concrètement. Hein, bien sûr. Quel toit on a sur la tête, quel élément de chauffage on peut utiliser, ou en tout cas comment se chauffer, comment manger, comment se déplacer, comment faire culture. Mais c'est là où, moi, de là où je suis, ça ne vaut pas l'entièreté du territoire hexagonal, hein, mais pour autant, dans le mouvement des États généraux, il est relayé qu'à plein d'endroits, ça constelle l'entièreté de l'espace hexagonal. Il y a des vigueurs comme ça. Voilà, il y a des cultures et des identités qui, localement implantées, sont des lieux d'installation qui permettent, alors non pas de tourner le dos définitivement à la grandeur urbaine et à sa civilisation avec l'ensemble de ses comportements et l'ensemble de ses systèmes de besoins, mais petit à petit, effectivement, d'enclencher un mouvement qui, pour moi, est définitif. Et en fait, c'est moi là-dedans que je suis engagé aujourd'hui. C'est concrètement, c'est le déménagement dont on parlait. Il a eu lieu, mais maintenant, quels sont les éléments, quelles sont les pratiques, les attitudes qu'il faut cultiver de telle manière à mettre réellement en pratique et avancer dans la rupture à la dépendance matérielle que le moment urbain nous a imposé ou a cultivé en nous. Voilà. La question de la délivrance matérielle, moi, aujourd'hui, me pose énormément de questions et globalement me conduit à véritablement, plus que débrancher, à tourner le dos, parce que, soyons clairs, cette dépendance est aussi, mais je le dis, ça c'est, là je livre
verras combien je te dois, hein, consultation. Pour moi, cette délivrance est à la hauteur de la toxicité que j'avais totalement intériorisée de la dépendance urbaine. Ouais. Voilà. Dans les systèmes de déplacement, dans la rapidité des déplacements, dans la consommation facile, dans les types de relations humaines. Pour moi, j'étais un des acteurs, mais parmi des millions d'autres, de cette réalité-là. Et il y a une décolonisation à opérer. Voilà le chemin dans lequel je suis engagé. Et seul, soyons clairs, le fait d'avoir la possibilité, je sais que je suis un privilégié, de pouvoir emménager dans ces géographies-là, avec les fragments du vivant dont je parlais préalablement et précédemment, permet d'enclencher cette réflexion, et en tout cas ça met en branle chez moi quelque chose qui est du ressort de la sécession, c'est peut-être un peu fort, de l'autonomisation, ça c'est clair, y compris dans mes rapports historiques, mais parce qu'on s'est tous construits là-dedans, avec les mondes urbains et leurs propres systèmes comportementaux, leurs propres régimes affectionnels. Voilà. C'est ça que je suis en train de déconstruire aujourd'hui. Alors c'est douloureux, soyons clairs, on n'en a pas bien évidemment la préscience, la connaissance et l'expérience. Mais là où je suis, il y a énormément de gens qui ont déjà entrepris, donc c'est aussi un facteur d'implantation et d'installation extraordinaire, parce qu'on va demander de l'aide, on va solliciter la bienveillance et l'expérience. Et là, ça y est, c'est parti. Donc du coup, je suis en train de me débrancher, c'est-à-dire grosso modo que c'est pas ermite, c'est pas amiche, quoique ça pourrait l'être, ça me dérangerait pas plus que ça. Mais c'est maintenant vivre au contact d'autres fragments de vivant. Voilà. Et donc de dialoguer, pas uniquement déshumanisé, il y a plein d'humains à proximité, mais autrement que par des relations que celles que l'urbain nous a mis entre les mains. Donc, si on veut rejoindre les états généraux du post-urbain, à qui s'adresse-t-on ? Comment fait-on ? Alors, il y a un site web qui est actualisé très très régulièrement, et donc comme tout site web, qui relaie, annonce les événements, qui essaye d'en rendre compte. Je ne redis pas ce que j'ai dit sur les assises avec sa documentation, en tout cas la captation, les illustrations, les dessins, etc. Ok. Avec des notes de glossaire, avec des notes réflexives, des notes d'analyse. On essaye aussi de nourrir le débat par nos propres productions, mais nos propres, aujourd'hui dans le comité de pilotage, il y a une petite dizaine de personnes, donc on essaye de faire vivre ça. Donc le site web permet de se tenir au courant et aussi, bien évidemment, de prendre contact. Il suffit juste de donner son nom et son adresse pour pouvoir être dans une mailing list qui reçoit des informations à raison de 1 à 2 fois par mois. Okay. Voilà, le contrat minimal. Si on veut vraiment s'impliquer, dans le contact, on dit, et on revient rapidement vers les gens pour leur proposer, leur expliquer un peu comment on fonctionne, et si ça leur va, de s'impliquer dans les différents comités, les différents groupes de travail. Voilà, par exemple, à la rentrée, il y a 2 ou 3 groupes de travail, en plus des précédents, qui vont naître sur la question du féminisme, sur la question du soin, sur la question du confort, sur la question de l'hospitalité, de l'accueil. D'autres ont bien évidemment engagé ces réflexions bien avant nous, mais là, il nous a semblé que, vu les échanges lors des assises et des événements de l'année écoulée, ça devenait d'une ardente nécessité que d'engager une réflexion. Donc, c'est pas simplement dire « je veux être informé régulièrement », c'est aussi si les gens souhaitent s'impliquer à la hauteur de leur temps, de leurs ressources, de leurs moyens, de leur expérience. C'est aussi comme ça qu'on fonctionne. Il ne faut pas hésiter à nous le dire. En tout cas, il y a un site web et il y a des contacts mail avec aussi des pages sur Facebook et LinkedIn, dont je m'occupe pas parce que je suis d'une crasse en culture sur la manière de fonctionner ces trucs-là. Mais c'est assez facile d'entrer en contact avec nous et de commencer à discuter bilatéralement. Super. Écoute, un immense merci Guillaume pour cette conversation. Et puis on a hâte de voir tout ce qu'il est sorti des assises et puis de vous suivre, évidemment. C'était Laisse Béton, le podcast qui aide les citadins à réaliser leurs rêves de vie au vert. Si vous voulez réagir à cet épisode, témoignez vous-même au micro de Laisse Béton ou me suggérer des invités, écrivez-moi à amélie@laisse-béton.fr. Laisse Béton est également présent sur Instagram, Facebook, Twitter et LinkedIn. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou Deezer. Décorez-le d'étoiles sur votre appli de podcast préféré et parlez-en autour de vous, c'est encore le meilleur moyen de le faire connaître. À très
très bientôt.